Hello Max, est-ce que tu m'entends? Salut, je t'entends. Tu m'entends aussi? Ouais, je t'entends bien. Tu vas bien? Évidemment que je vais bien. Comment ne pas bien aller alors qu'on va faire ce magnifique débat? Ouais, ça va être très sympa. Je pense que les sujets sont très stylés, donc ça va être très cool. Salut les Hello gars, Lucas, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? je vous entends et je vous vois 5 sur 5. Hello Dani, Hello, tu vas bien? entendez, c'est bon? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, Ah, ça va sans bien, problème. Bon, tout le monde va bien? Ouais, Ouais. ça parfait. va nickel, hein. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu les uns après les autres plus rapidement que la dernière fois, parce que si les gens sont fidèles, ils savent qui vous êtes. Mais voilà, vous présentez très vite fait voilà, votre relation avec koh mais rapidement pour qu'on puisse se lancer dans le débat le plus vite possible. Bien, bonjour à tous les abonnés qui nous suivent passionnément. Moi, je suis Dany, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et comme vous savez, je suis fan de koh depuis 2010 maintenant. J'ai vu toutes les saisons avec passion et on continue encore un peu tant qu'on le peut. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des émissions telles que. Non, c'est pas vrai. Je suis juste Lucas. Vous m'avez déjà vu dans le premier débat. Et puis voilà, je regarde koh depuis 2007. Sauf quelques saisons, j'ai tout vu. Et puis je vous promets d'essayer de faire plus synthétique cette fois-ci. Et puis voilà, merci de nous suivre. Bonjour les abonnés, je m'appelle toujours Max, je n'ai pas changé de prénom, j'habite toujours en Belgique, je n'ai pas changé de lieu. Cette fois-ci, j'ai vieilli parce que j'ai désormais le quart de siècle. Ah, Euh, Joyeux anniversaire! Merci. Oui, oui, hein. Euh, je regarde koh depuis Caramoine, donc ça va faire 16 ans, ce qui n'est plus très jeune, de rien pour le coup de vieux. J'ai un peu avancé dans Survivor par rapport à la dernière fois. Je suis désormais à la saison numéro 32. Voilà. J'ai regardé toutes les saisons, à part la saison numéro 2 qui malheureusement n'est pas trouvable. Et le feu sacré, tout simplement. tous les quatre, on a choisi plusieurs sujets où je pense qu'on ne sera pas tous d'accord. Je pense qu'il y aura des petits avis qui seront différents. Ce sera plutôt intéressant. Et le premier sujet, et pas des moindres, c'est comment voyez-vous le futur de koh Qu'attendez-vous des prochaines saisons? Que craignez-vous? Qu'espérez-vous comme changement dans le futur? Et on finira avec combien de saisons vous voulez par an? Alors, pour le futur de koh moi déjà, il faut savoir que depuis le feu sacré, je pense que ça s'est vu sur la chaîne, j'étais moins présent tout de même, parce que il s'est passé que j'ai parti de mon cas personnel pour expliquer comment j'ai analysé l'avenir. Après le feu sacré, je me suis dit, tiens, vu que ça se passe aux Philippines, je vais regarder les deux saisons qui s'étaient passées aux Philippines, donc Karamawan et Palawan. Et je me suis dit, tiens, je vais recaler pour, ça fait longtemps. Et enfin, je les avais jamais vus en entière d'ailleurs, en plus, donc aussi sur l'occasion. Et en les regardant, je sais qu'auprès des fans vraiment hardcore de koh ils sont pas très appréciés parce que très lisse et très prévisible niveau stratégie. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé ces deux visionnages qui vraiment, on avait vraiment ce parallèle entre le koh d'aujourd'hui qui est, euh, qui est ce qu'il est et celui de l'époque qui, certes, était sans suspense, mais qui avait un montage, un côté un peu naïf dans le sens naturel. Je sais pas si je me comprends. C'est-à-dire Hmm. qu'on avait des épreuves qui étaient simples dans leur décor, des caméras d'une moins bonne qualité qu'aujourd'hui, mais aussi du coup un montage qui se focalisait plus sur l'aventure plutôt que sur, je dirais, sur la télé-réalité. Et ce qui fait que j'ai bien aimé, il y avait des. Par exemple, j'ai un moment qui m'a marqué quand j'ai regardé dans Koh Palawan, je crois que c'est l'épisode 6, juste avant la réunification, où on a les jaunes, donc Grégoire, Adrien et Laurent qui partent en trek comme ça, de leur plein gré sur notre île, et qui la visitent avec une musique bien colantesque qui leur rajoute vraiment du cachet à ce moment. Mais Et c'est des moments oui. que ça qu'on n'a plus dans les Koh récents. Et,
des moments qui font vraiment voyager, comme dit Denis si souvent dans ses lives Instagram. Et du coup, ces moments, on les a plus vraiment dans les koh récents. Et du coup, on n'a plus trop cette sensation de voyage qu'on nous vend pourtant. Quoique les 2 dernières saisons, on en a eu un peu, mais avant, c'était clairement moins le cas. Et, et du coup, pour en venir, où est-ce que je veux en venir, c'est que pourquoi koh ne marche plus si autant auprès du public? Parce que quand on regarde les chiffres que j'ai sur la page Wikipédia, si on regarde la part des marchés, déjà sur les audiences, on constate que après la légende qui a eu déjà une baisse, mais parce que c'était passé le mardi, et bien juste après, on a une baisse encore importante entre la légende et le totem maudit. Ce qui fait que, enfin, on est passé d'une moyenne de 4 332 000 pour la légende à 3 590 000 pour le totem maudit. Et pourquoi une telle baisse? C'est parce que je pense que koh a perdu le public originel. Je parle pas de nous, mais vraiment le grand public lambda qui regardait l'émission pour l'aventure. Il n'y a qu'à voir les interviews que tu fais, Clem. Tous les candidats te disent quasiment qu'ils sont venus pour l'aventure et pas pour le jeu, quasiment tous, je crois. Et je pense que si le public regardait koh pour l'aventure, et ce public-là ne se retrouve plus dans l'émission qui est aujourd'hui, ce qui explique pourquoi il n'y a plus beaucoup de monde qui regarde. D'autant plus que la légende, je pense, a vraiment apporté une très mauvaise image à l'émission de ces gens-là qui la regardaient, puisque merci les gens qui ont triché. Et donc, une émission qui ne marche plus, bon, je peux revenir vraiment au cœur de la question, une émission qui ne marche plus, c'est une émission qui ne plaît pas trop aux businessmen. Et déjà, je pense que ça a été constaté en la passant le koh le mardi. Je pense que c'était une émission qui coûte très cher à produire pour TF1 et qui certes marche, mais qui ne doit pas non plus rapporter énormément par rapport à ce qu'elle coûte. Et je pense que ajouter au fait que koh diminue ses audiences, que ses audiences diminuent et que donc ça devient cher pour pas plus trop grand-chose. Mais je me demande si koh n'est pas sur sa fin de vie. D'autant plus que j'ai regardé tout à l'heure pour le débat si il y avait des infos pour la prochaine saison et TF1 n'a qu'ils n'ont pas communiqué dessus encore. Voilà, je pense que on est sur le déclin. Que koh n'est plus en tout cas dans les petits papiers principaux de TF1 et que avec Europlus, le retour de la Star Academy, des émissions qui marchent bien. À ma surprise, je ne sais pas que la Star Academy aura marché autant. Mais, avec ces nouvelles émissions qui font autant que koh pour moins de production, moins de coûts de production, je pense, ça pousse TF1 à mettre koh moins de seul devant de la scène, je pense. Voilà. Déjà, l'anecdote dont tu avais parlé là avec Palawan, les garçons jaunes qui vont en exploration, c'est celle où ils trouvent l'espèce de vieille cabane de pêcheurs, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, je me souviens, elle était franchement sympa comme scène. Et je vois ce que tu veux dire sur cette espèce d'esprit des vieux koh avec des grands plans en large sur les paysages, la musique Aventuri et tout. C'est Voilà, vrai que c'est c'est ça. sympa à regarder. Je vais prendre le contre-pied de l'avis général et dire que personnellement, je trouve que koh dans son organisation, va plutôt dans le bon sens, à part sur quelques points que je vais expliciter. Mais enfin, je trouve que, je sais pas, que c'est peut-être plus professionnel, qui est un peu plus, qui a une meilleure organisation, plus de cohérence. Déjà, j'entends souvent les interviews de candidats quand tu compares ceux d'anciennes saisons et ceux de nouvelles sur les retours qu'ils ont à faire vis-à-vis de la production, notamment par rapport au suivi psychologique et ce genre de choses. Il y a eu une professionnalisation de l'émission, il y a eu une amélioration dans ce sens-là. Je trouve aussi que peut-être de manière générale, les règles sont un peu plus cohérentes. Dans pas mal d'anciennes saisons, on trouvait des règles complètement... enfin, des règles mal foutues qui avaient de très mauvaises conséquences sur l'émission. Je pense par exemple à la possibilité pour une équipe, quand elle gagnait un confort, de simplement prendre un joueur de l'équipe adverse. C'était beaucoup trop game breaker parce que ça privait une équipe de son meilleur élément et puis en plus,
ça a créé un désavantage numérique. Là où par exemple dans le Totem Maudit, ils ont fait un twist similaire, mais avec obligation pour l'équipe d'envoyer un de ces éléments dans l'autre équipe en échange. Donc au moins il n'y avait pas la double peine. Donc voilà, je trouve que c'est un peu plus professionnalisé, même si ce que j'espère voir par la suite, c'est déjà disons, plus de diversité sociologique, ou en tout cas, là, c'est quelque chose que je reconnais aux anciens koh-Lanta, c'est disons, une meilleure peut-être représentativité de la société française par rapport à celle proposée dans les KL actuels, même si je trouve que ça s'est un peu arrangé dans le feu sacré. Et puis, j'aimerais bien voir plus de survie aussi. Mais là encore, ça s'est arrangé dans le FS. Je trouve on a eu quelques séquences assez intéressantes avec le coup de la casserole de Gilles, avec Martin, avec Quentin qui font des trucs. J'ai trouvé ça pas mal. Mais donc ouais, à mon avis, il faudrait plus de diversité sociologique, il faudrait plus de survie. Je ne sais pas si on l'aura, je trouve qu'on en a eu plus dans le feu sacré, mais peut-être qu'ils reviendront là-dessus. C'est vrai que pas mal de spectateurs peuvent dire quand on a de la survie, c'est chiant, etc. Ça ne nous plaît pas et tout. Personnellement, ça me plaît bien en tout cas. C'est une partie de ce qui fait l'intérêt de la saison. Et puis en fait, ce que je peux craindre par rapport à la suite, j'avoue que quand j'avais entendu parler du feu sacré, j'avais un peu redouté qu'ils prennent un casting, disons, un peu trop survivoresque. Mais bon, en fin de compte, ça reste koh-Lanta, donc c'est peut-être pas quelque chose qui va se produire. Et puis surtout, j'avais la crainte qu'ils prennent trop de personnes, trop de candidats en fait qui sont liés à des célébrités. J'ai remarqué que dans le Totem Maudit, il y avait pas mal de candidats qui étaient dans ce cas de figure, qui étaient soit de la famille de célébrités, soit indirectement qui l'étaient eux-mêmes, qui étaient handballeurs pro, basketteurs internationaux, ce genre de choses. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être évité dans les prochaines saisons parce que enfin, ça, à mon avis, ça crée une inégalité dans le casting. Si tu as plus de chances d'être pris en ayant des liens, etc., ben non, tout le monde n'a pas ces liens-là et tout le monde ne peut pas hyper facilement. Je veux dire, moi, si je fais qu'elle demain, je vais dire, ouais, je connais Clem Coco, je sais pas si ça va m'aider à m'être sélectionné, jusqu'à arriver à ta première chaîne, probablement le contraire même. Mais du coup, voilà, ça, c'est un peu un truc qui m'inquiète. Après, on avait aussi parlé dans la question de s'il valait mieux une ou deux saisons par an. Euh, Moi, je dirais alterner en fait. Des fois, deux saisons par an, c'est bien. Des fois, une, c'est bien parce que il peut y avoir par moment l'overdose et par moment le manque. Donc, je me dis une année sur deux à deux saisons et une année sur deux à une saison, ça paraît être un bon équilibre. Puis la deuxième saison peut être un All-Star, par exemple. Et puis, on avait parlé de la baisse de l'audience de l'émission au fil des saisons. Personnellement, plutôt que d'un dégoût de l'émission ou quoi que ce soit, je me demande si elle s'explique pas tout simplement par le fait que l'émission soit le mardi et que s'ils la remettent le vendredi, ça puisse pas s'en ressentir sur l'audience. Je pense que c'est quelque chose qui peut se produire en tout cas. Par contre, je partage, Dany, ta crainte d'un certain désintérêt de TF1 et du risque qu'ils abandonnent l'émission à terme, quoi. Max, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ton avis et réaction un peu à ce qu'a dit Dany et Lucas. Je suis plus dans l'avis de Dany, c'est-à-dire que je m'inquiète quand même parce que le fait que les audiences continuent de diminuer depuis plusieurs années déjà, ça m'inquiète et ça diminuait déjà avant la légende. Parce que il y a eu beaucoup de polémiques aussi, il y a eu beaucoup de dramas. Je vais tous les citer et vous allez voir, il y en a beaucoup. Pour moi, ça a déjà commencé avec le décès en 2013, qui a été un énorme coup d'arrêt, où on a tous cru à un moment donné que c'était terminé. Il y a eu l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert, qui a été très controversée au moment où elle est arrivée, parce que ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Il y a eu les dramas autour de Clémentine, lors de la diffusion, qui s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. Il y a eu le combat des héros en 2018 qui est parti totalement cacahuète à la fin, pour que quelques semaines plus tard, on annule la saison numéro 19. Il y a eu les menaces de mort de l'île des héros en 2020. Il y a eu le décès de Bertrand Camel durant la diffusion de la saison. Et moi, je vous avoue qu'au moment où j'ai appris ça, j'ai cru qu'on allait annuler la diffusion de la saison. Le summum, c'est évidemment le triche de la légende.
Et puis, on pensait que ça allait enfin se terminer, mais non, il y a eu les scandales autour de la vie professionnelle de François avant la saison du Totem Maudit. Et maintenant, on parle énormément de Denis Brognard. Alors, je me dis, ça fait quand même énormément de polémiques en moins de 10 ans. J'ai peur qu'à un moment donné, on ait la polémique de trop. La polémique qui fait, non, cette fois-ci, c'est terminé, on en a marre, Koh-Lanta, c'est terminé, on arrête. Et j'ai peur que ça arrive un jour ou l'autre pour cette raison-là. Maintenant, pourquoi est-ce que les audiences diminuent depuis quand même pas mal d'années avant même que ce soit diffusé le mardi? Parce que comme j'ai dit, il y a déjà une baisse très importante en 2019 lorsqu'ils ont diffusé La Guerre des Chefs, qui était encore vendredi. Alors moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a moins de gens? Peut-être tout simplement parce que ça commence trop tard et ça termine trop tard. Les pubs sont trop longues. Et c'est d'ailleurs pour cette raison pourquoi le mardi c'est problématique, parce que ça commence et termine trop tard. Sinon, ce sera un faux débat le mardi. Peut-être que les gens sont tout simplement lassés du jeu, parce qu'on oublie peut-être quelque chose, mais on est en 2024, le début c'est en 2001. Ça fait 23 ans que l'émission existe. Maintenant, vous avez fait le rapprochement entre les faits que les gens qui regardaient avant ne se retrouvent plus. C'est vrai. J'ai remarqué aussi un changement dans le public. Je trouve que les gens qui regardaient Koh-Lanta dans les années 2000, ce ne sont pas les mêmes personnes que celles qui regardent actuellement. C'est un autre public. On est dans une ère où les réseaux sociaux, c'est très important, même trop important, je trouve. Donc, ce n'est pas les mêmes gens qui regardent Koh-Lanta aujourd'hui que ceux qui regardaient il y a 15 ans. Mais il y a un problème dans l'émission. Je pense que les gens se lassent et que la production se trompe d'objectif. Parce qu'en fait, la production est mise sur on va surprendre les téléspectateurs, on va surprendre les candidats. Comment? Par des twists super bizarres. Par exemple, j'ai entendu il y a 2 jours la nouvelle saison. Ça va être quoi? On va introduire des colliers à connotation négative. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et je me dis, le Totem Maudit, c'était quelque chose qui n'a rien apporté à la saison, je trouve. L'Anneau d'Or, c'était pas bien. Le Paradis Perdu, ce n'était pas bien. L'Île au Collier, ce n'était pas bien. Il y a beaucoup de choses qu'on a proposées qui, pour moi, n'étaient pas bien. Et il y a quelque chose que Koh-Lanta n'a jamais fait. Et je suis excessivement déçu qu'il n'ait jamais osé le faire une fois. C'est changer les lieux de tournage. C'est ce qu'a fait énormément Survivor, l'émission américaine, durant 18 saisons. Parce que ils ont commencé la première saison en Indonésie, à Bornéo. C'était un climat comme on rencontre sur Koh-Lanta. Et la deuxième saison, ils ont déjà changé de lieu. Ils sont allés en Australie. C'était un climat totalement différent. C'était un paysage totalement différent. Tout était différent. Et la troisième saison, ils ont encore osé aller autre part. Ils sont allés au Kenya. C'était en pleine savane. C'était encore complètement différent. La saison 6, ils sont allés en pleine forêt amazonienne. La saison 11, ils sont allés au Guatemala. Leur camp, c'était à côté d'anciennes pyramides mayas. Donc, c'était super cool. La saison 15, ils sont allés en Chine, qui avait un climat un peu similaire à l'Australie. La saison 17, c'est là où c'était le plus bizarre. Ils sont allés au Gabon. Dans un endroit un peu paumé au milieu de nulle part, dans ce qui est un mélange entre... enfin, c'était très bizarre. Et la saison 18, ils sont allés au Brésil, mais pas dans la forêt amazonienne, dans un endroit totalement différent, des plaines. Ils ont fait 7 saisons sur les 18, ils sont allés dans des lieux très atypiques. Et je prends l'exemple, j'ai trouvé que le casting de la saison 1 de Survivor est meilleur que la saison 2. Mais parce que la saison 2 était tellement différente de la saison 1, j'ai préféré garder la saison 2 parce que je trouve que le changement de lieu, le changement des décor apportait quelque chose de super à l'émission. Et voilà, j'ai dit en présentation, je suis à la saison 32. Après la saison 30, j'ai fait un classement des saisons de Survivor. La saison que j'ai classée la plus bas, que j'ai le moins aimée, c'est la saison 3. Et la saison 3, elle se déroule où? Elle se déroule au Kenya. Donc en plein dans la savane. Et pourtant, si je devais retenir un point positif, mais un seul de cette saison qui a un super point positif, c'est le lieu de tournage.
Parce que rien que le fait que ce soit à ce point différent des îles, des plages et de l'océan, ça a rendu le truc cool à regarder. Rien que pour ça. Et on oublie quelque chose. Koh Lanta, c'est une émission de survie. La survie, ce n'est pas uniquement des plages, ce n'est pas uniquement des îles, ce n'est pas uniquement l'océan. Un changement de climat, ça applique quoi? Ça applique un changement de paysage, ça applique un changement de météo, ça applique un changement de température. On ne se nourrit pas de la même façon. Si tu es perdu en plein milieu du Kenya, tu vas pas manger des noix de coco et du manioc pendant 40 jours, tu vas manger autre chose. Les dangers, c'est pas la même chose. Au Gabon, le danger, c'est quoi? C'était les éléphants qui étaient à 500 mètres du camp. C'est pas le même danger que se faire piquer par des chitras au Panama. C'est autre chose. Et même si les saisons sont parfois très moyennes, on pourrait par exemple, avoir une saison prochaine qui se déroule, je sais pas moi, au Kenya, je prends cet exemple, qui serait super nulle, qui serait moyenne. Eh bien, rien que le fait que ce soit un lieu différent, ce serait une bouffée d'oxygène à regarder. Et je pense que les gens, intérieurement, ça fait très longtemps qu'ils veulent ça. Ils veulent un autre paysage, ils n'en peuvent plus des plages, ils n'en peuvent plus des palmiers, ils n'en peuvent plus de la noix de coco, ils n'en peuvent plus de l'océan, ils n'en peuvent plus du sable. Et moi, je suis fâché, je vous dis, je suis fâché que Koh Lanta n'ait jamais osé faire ça une seule fois, à part pour le retour des héros, qui, pour moi, n'est pas une bonne saison, mais rien que parce que le contexte et le lieu différent a rendu un point très positif à la saison. Et moi, c'est vraiment quelque chose, la première chose à laquelle je penserais pour me renouveler, pour me remettre en question à la place de la production, c'est ça. Et pas venir avec des twists et des règles bizarres que personne ne comprend, qu'on va de toute façon ne faire qu'une saison. Donc pour moi, la production, elle se plante complètement sur son objectif de surprendre. Alors, là où je dois aussi dire, c'est je m'inquiète aussi des castings. Parce que je trouve que les castings sont de plus en plus fermés. Dans le sens où on évoque qu'il y a de moins en moins de monsieur et madame tout le monde. Alors, je ne suis pas forcément tout le temps d'accord parce que je trouve que les portraits sont un peu exagérés, sont overhypants. Mais, comme l'a dit Lucas, on a des gens qui sont en couple avec des gens célèbres. On a des gens, ce sont des sportifs professionnels. Il y a des gens, ils ont déjà fait de la télévision avant. Et je trouve même qu'il y en a de plus en plus. Je prends l'exemple d'une Élodie du Feu Sacré. J'ai pas vu la saison, mais je sais qu'elle est belge, donc je la connais parce que son nom a apparu partout sur les réseaux sociaux. Avant, elle a participé à un jeu de télévision en Belgique. Et je me dis, mais il y a un monde où elle a été sélectionnée que parce qu'elle a participé à cette émission. Et il y en a plein des exemples. Par exemple, Brice qui a participé aux 12 coups de midi, mais il y en a plein des exemples. Je trouve aussi qu'on prend de plus en plus de candidats qui sont ou étaient très actifs sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple aussi d'une candidate qui était du Feu Sacré, alors que je n'ai pas vu la saison, c'est Elena. J'ai regardé ses réseaux sociaux, le nombre de trucs qu'elle publie, et c'est un truc hallucinant. Je me suis dit, la prod, la première chose qu'ils ont fait en regardant le CV d'Elena, ils sont allés regarder son Facebook. Ils ont dit, waouh, cette meuf, elle a une vie insane, on va la prendre. Mais elle a fait Ninja Warrior. Hein. En plus, ah oui, mais ça prouve que j'ai raison. Alors, donc, voilà, c'est ce que je dis. J'ai l'impression que les castings sont de moins en moins ouverts. On prend de plus en plus des gens qui cochent certaines cases. Et je prends des références au débat précédent où Yabi a fait une remarque que je trouve très pertinente et j'étais 100% d'accord avec lui. Ça fait quelques saisons qu'on a de plus en plus la tendance à avoir des candidats qui ont la trentaine. Et j'élargirais plus loin, je dirais même qu'il y a certaines saisons où 70 à 80% minimum du casting a entre fin de la vingtaine et début de la quarantaine. Il a raison, je trouve qu'il n'y a pas assez de candidats qui n'ont que 18 ou 19 ans. Je trouve qu'il n'y a pas assez de candidats, en tout cas il y en a de moins en moins, qui ont la cinquantaine. Il n'y a plus de gens qui ont 60 ans. On n'a jamais osé mettre des gens qui ont 70 ans, alors que
l'émission américaine, ils ont déjà sélectionné des candidats qui avaient plus de 70 ans. Ils s'en sont très bien sortis. Il y en a même un qui a failli gagner sa saison, mais je ne spoil pas. Il y a par exemple la saison 3, la personne qui est finaliste, elle avait quasiment 60 ans au moment du tournage. Donc, faire une très belle aventure en étant très âgé, c'est possible. Et comme Yabi l'a dit, Géraldine, elle avait que 47 ans au moment du Totem Maudit, et c'est la doyenne, elle a 47 ans. Et je me dis, mais la production, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez un casting fermé, stéréotypé, ou est-ce que vous voulez un casting varié? Est-ce que vous voulez un casting hétérogène? Moi, je suis partisan il faut un casting le plus hétérogène possible. Il faut tous les âges, il faut toutes les origines possibles, il faut les classes sociales, il faut les métiers, il faut diversifier. Moi, je m'en fous qu'un candidat il fasse le show ou pas. Non, moi, je veux un casting qui soit hétérogène, qui soit représentatif, parce que peut-être, pourquoi est-ce que les gens arrêtent de regarder? Parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le casting. Moi, une Maxine qui fait les Jeux Olympiques, moi, je ne m'identifie pas à elle, et je me dis qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Donc, forcément, comme tu ne t'identifies pas à cette personne, mais c'est difficile de rester accroché. Et moi, j'ai une deuxième chose à dire sur le casting. J'aimerais qu'en tant que fan, en tant que public, on arrête de résumer une saison à son casting. À dire, cette saison est excellente parce que le casting est excellent. Cette saison est mauvaise parce que le casting est mauvais. Non, une saison, c'est quoi? C'est un casting, c'est vrai, mais c'est une histoire. Ce sont des stratégies. Ce sont des épreuves. Ce sont des dramas, des polémiques aussi. C'est tout un tas de trucs. La composition des équipes joue énormément aussi. Je suis désolé, mais je vais dire un truc qui va choquer tout le monde. Je trouve par exemple que le casting de la saison 4, le Panama, sur le papier, pour moi c'est un bon casting. Mais la saison n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que la saison n'est pas bonne? Parce qu'on a fait un twist homme-femme qui n'a ni queue ni tête pendant 2 épisodes, parce qu'on a tout le temps montré les clashs entre Linda et Catherine tout le long de la saison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stratégie, parce que la production a rendu le jeu un peu étrange à certains moments, donc, et parce qu'on a pour moi la plus mauvaise finale ever entre le deuxième plus mauvais gagnant et la deuxième plus mauvaise finaliste. Donc tout un tas de trucs qui fait que la saison n'est pas bonne, et pourtant, sur le papier, le casting était bon. J'ai la même chose, j'ai la nouvelle édition. On peut se dire, ah oui, mais le casting, il est extraordinaire, regardez-moi le casting masculin. À la fin, il restait que des hommes. Est-ce que ça a rendu la saison meilleure? Ben non. Donc c'est l'exemple parfait de un bon casting sur le papier n'est pas forcément égal à la bonne saison. Je vais prendre un exemple de Survivor qui est le contraire. Il y a énormément de gens qui trouvent que la saison 21, elle est très mauvaise. Parce que le casting est nul, parce que le casting n'est pas attachant, parce qu'il ne se passe rien, parce que les candidats sont ennuyants, nanani nananer. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de stratégie dans la saison 21 que dans la moitié des 20 premières saisons. Tout simplement. Et je m'en fous de ne pas avoir apprécié les candidats, de ne pas m'être attaché, mais je m'en fous. Il y a plus de stratégie dans cette saison. C'est forcément une meilleure saison que la moitié des 20 premières où parfois il ne s'est rien passé. Donc ça, c'était un peu mon coup de gueule, voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a énervé au débat précédent, qu'on résume une saison à son casting. Aussi, au niveau du casting, je trouve que ça fait quand même quelques années qu'on dit que les candidats sont de plus en plus tournés vers la télé-réalité. Et on prend toujours les contre-exemples. Ah oui, mais Catherine, en 2016, elle a fait cette émission. Oui, mais oui, Frédéric, en 2010, elle a fait Les Anges. Ok, mais soyons honnêtes. Regardons le nombre de candidats sur les 5-6 dernières années qui, après, ont fait une télé-réalité sur les dernières saisons. Il y en a énormément. Il y en a même beaucoup plus que je pensais. Parce que, il y a 2 semaines, j'ai regardé Un dîner presque parfait. J'ai vu des candidats de Koh-Lanta. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et non, les candidats actuellement sont de plus en plus tournés vers la popularité, vers les réseaux sociaux, vers la télé-réalité. Il y a des contre-exemples pour des saisons beaucoup plus âgées, mais
la tendance est négative, je trouve. Je trouve également que malheureusement, on vit dans une époque où les réseaux sociaux, c'est beaucoup trop important. Et j'ai peur qu'il y ait de plus en plus de candidats qui ont peur de jouer, qui ont peur de faire de la stratégie, qui ont peur d'être eux-mêmes tout simplement. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est la légende où j'en veux énormément à Alex et à Alexandra sur 2 conseils. Et si un jour tu les interviews, Clem, tu diras que je suis fâché. Non, c'est pas une blague, je suis très fâché qu'elle n'ait pas osé virer Laurent et Claude au conseil où Clémentine et Namadia sont partis. Parce que c'était l'occasion parfaite de le faire. Elles n'ont pas osé à cause des réseaux sociaux. Et je suis super fâché qu'elles aient eu peur de tenter quelque chose. Parce que 2 semaines plus tard, on va retrouver ses amis sur Facebook. Pour une fois que Clémence voulait jouer, c'était l'occasion. Je te dis, pour moi, ça a gâché la saison. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la façon dont serait libérée la saison si Laurent partait à la place de Clémentine et si Claude partait à la place de Namadia. Est-ce que les gens se rendent compte d'à quel point ça aurait fait une bouffée d'oxygène à la saison que ces 2 mecs s'en aillent? Et c'est pour ça que je suis fâché. Et j'ai peur que ce scénario se produise de plus en plus souvent où on a les candidats qui n'osent pas. Ils n'osent pas jouer. Il y a des choses que je vais dire quand on arrivera sur les twists. Pour cette question, je terminerai par mon avis. Je suis plutôt la team de faire 2 saisons par an. Même si actuellement je n'ai pas regardé le Feu Sacré et je ne compte pas regarder les saisons 2024, je suis plutôt la team 2 saisons par an avec un argument faible. Je trouve que faire plus de saisons, ça permet tout simplement à plus de gens de participer à l'émission. Alors on va se dire, oui ok, 20 personnes de plus ou de moins sur des milliers, ça ne change rien. Mais quand même, après, le problème de faire 2 saisons par an, il y a l'overdose, c'est vrai, mais je pense que le vrai problème, c'est que les saisons sont trop longues. Il y a trop d'épisodes, il y a trop d'émissions par saison. J'ai checké vite sur Wikipédia, il y a 17 épisodes pour le Totem Maudit. C'est trop. Je suis d'accord, c'est trop. Pour moi, je crois que le nombre idéal, ce serait 13 ou 14 épisodes. Il faut arrêter de couper les épisodes en 2, je suis d'accord. Même si moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais je comprends les gens à qui ça dérange. Je trouve même qu'on devrait faire des doubles épisodes. Qu'est-ce que j'appelle des doubles épisodes? C'est-à-dire, la production n'est pas idiote. Ils savent quels épisodes vont être moins bons, quels épisodes vont être mous. Ils savent ça, ils le sentent. Pourquoi vous ne faites pas des épisodes où on voit 4 ou 5 jours de l'aventure et pas uniquement 3? Pourquoi vous ne faites pas comme l'émission américaine, vous faites des épreuves par équipe qui sont un double enjeu? C'est-à-dire que l'équipe qui gagne a en même temps le confort et en même temps l'immunité. Moi, ce que je propose, lorsque la production sent que ça va être mou du slip, c'est on fait le premier jour, on fait rien, on fait de la survie. Le deuxième jour, on fait l'épreuve de confort. Le troisième jour, on fait l'épreuve d'immunité avec les stratégies et le conseil. Le quatrième jour, on fait l'épreuve à double enjeu. Donc, on fait une épreuve qui est en même temps pour le confort et l'immunité. Et le cinquième jour, on fait les stratégies conseils. C'est-à-dire, en un épisode d'1h30, on a 3 épreuves, 2 conseils. Et ça rendrait les épisodes plus rythmé, moins mou, là où on sait que ça va être mou. C'est ce que j'appelle accélérer le jeu. Maintenant, moi je me fais la réflexion aussi. Peut-être qu'une saison par an, c'est trop peu. Peut-être que 2 saisons par an, c'est trop. Est-ce que le mix parfait, ce serait pas plutôt faire un cycle de 3 saisons étalées sur 2 ans? Par exemple, tu as une saison... par exemple, je prends 2025 parce que 2024, il y a les Jeux Olympiques et l'Euro de foot. Imaginons en 2025, on diffuse une première saison printemps et été 2025. On diffuse la deuxième saison sur l'hiver 2025-2026 et on termine la troisième saison sur l'été, l'automne 2026. Donc sur 2 ans, on a fait un cycle de 3 saisons. Est-ce que ce ne serait pas
la meilleure chose à faire pour ne pas qu'on soit lassé, pour ne pas avoir l'impression qu'il y ait tout le temps du Koh-Lanta toute l'année, pour pas qu'on commence à se mélanger les pinceaux, à se dire « Ah oui, mais lui, il était dans quelle saison? Ah non, je commence à confondre. » Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de dire « Mais il y a quelle saison entre Fidji et cette saison-là? Ah oui, il y avait l'île au trésor, j'ai complètement oublié, je l'ai confondu avec tel ordre. » Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé parce qu'on a enchaîné 2 saisons par an, mais je me dis... ça aussi, ce serait des choses. J'ai encore des choses à dire, mais je vais les révéler lorsqu'on arrivera au point sur les twists. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Dany, sur la question de 1 ou 2 saisons par an, tu n'as pas réagi. Ouais. Déjà, je voulais revenir sur le point de Max. Il me semble qu'à l'époque, il faisait... il arrivait que des épisodes, enfin, il y a 2 épisodes d'affilée, je crois. J'étais pas. La saison J'étais 6. jeune à l'époque, mais. C'est vrai, dans plusieurs anciennes saisons, ouais. Mais la saison 6 avec Émilie et François David, il y avait déjà eu. Eh ben, ça serait un bon plan pour les épisodes un peu plus chiants, ouais. Genre, les dernières saisons, c'est souvent les épisodes juste avant la release qui sont bien. 100% d'accord, c'est chiant. souvent ces épisodes-là Voilà. en plus. Souvent les quelques épisodes, souvent la deuxième moitié de la période en équipe. C'est souvent les épisodes les plus mous du slip, c'est ceux-là. Souvent. Voilà. Et ben, pourquoi pas fusionner ces épisodes-là en un seul épisode en se concentrant sur l'essentiel et en enlevant tous les blabla inutiles dont on se moque un peu. Et sur la question 1 ou 2 saisons par an, moi je suis partisan d'une saison par an parce que je suis juste nostalgique de l'époque où il n'y en avait qu'une par an. Et par contre, lors de All-Star, tous les 3-4 ans, là, l'All-Star viendrait se greffer après. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est un retour de Koh-Lanta plus tard dans l'année, genre comme à l'époque, que ça commence fin du printemps pour que ça se finisse fin de l'été, parce que c'est cool, s'il fait chaud, du coup on regarde Koh-Lanta. Et le All-Star en hiver, comme ils avaient fait pour le retour des héros, c'était une bonne idée, c'était un bon moyen de faire du Koh-Lanta en plus. Bah, par rapport à l'intervention de Max, revenir vite fait sur 2-3 points. Mais avant ça, j'aime bien que Dany soit le plus jeune d'entre nous, mais que ce soit celui qui est le plus en mode c'était mieux avant, hein. Mais du coup, en fait, revenir sur plusieurs trucs que Max a dit, sur le fait que les candidats osent plus faire de strat, etc. Je sais pas, quand on écoute les interviews des anciens candidats, eux ont plus l'air de penser le contraire, que les stratégies, c'est beaucoup plus développé maintenant. Après, c'est vrai qu'il y a le cas spécial des All-Stars. J'espère que la prod a tiré des leçons de la légende, soit en faisant un casting plus adapté et plus équilibré par rapport à ça, soit en protégeant mieux les candidats des éventuelles retombées des réseaux. Pareil sur l'aspect télé-réalité, c'est vrai qu'il y a plus de candidats qui font de la télé-réalité, mais je trouve que Koh-Lanta en lui-même fait peut-être moins télé-réalité si on l'entend au sens des clashs à la con, etc. J'ai pas l'impression qu'ils mettent plus l'accent dessus maintenant qu'avant, peut-être même moins. Après, je suis surpris que Max ne se reconnaisse pas dans Maxine. Il devrait y avoir une petite similarité, pourtant, je sais pas. Il avait parlé aussi du fait qu'on ne voit plus de candidats vieux. Ça, malheureusement, je pense que c'est lié au décès de Gérald Babin. La prod prend beaucoup plus de production avec ça. Et puis après, sur les endroits et sur les lieux de tournage et sur la sélection du casting, je suis totalement d'accord avec lui. C'est pour ça que je veux vous proposer ma solution. On tire totalement au sort 16 personnes parmi tous les candidats et on les envoie au pôle Nord. Comme ça, pas de problème. En tout cas, dans tout ce que vous avez dit, il y a de tout. Il y a manger à boire. Donc, je vais essayer de réagir, de rien oublier. Alors déjà, moi, pour les audiences, alors il y a un aspect du fait que les audiences chutent dont on n'a pas parlé, c'est que déjà, toutes les audiences de toutes les émissions sont en baisse. Toutes. Parce que même si, par exemple, tu parlais de la Star Academy qui revenait, même si elle fait des bonnes audiences, je crois que ça fait 3-4 millions. C'est les mêmes chiffres à peu près que Koh-Lanta. Bon, c'est quand même, moi aussi, j'étais assez surpris que ça fasse, entre guillemets, autant. Mais c'est juste qu'en soi, avec toutes les plateformes, que ce soit Netflix, Disney+, Paramount, ou enfin Amazon, etc., les gens se désintéressent de la télévision. Quand on voit que, comment elle s'appelle cette émission, Pékin Express, des fois, fait 2 millions quelque chose.
c'est un peu une catastrophe. Enfin, moi, je trouve que c'est une catastrophe, hein, mais donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Ce côté. Oh, ce côté-là aussi fait que les audiences baissent. Les gens sont lassés de l'émission parce que même ils essaient de trouver des twists dans tous les sens, voilà, et c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Le but, c'est qu'il y ait des équipes, il faut éliminer, nanana, la réunification, les binômes. Bon, c'est un peu le même délire, quoi. Donc, je pense que les gens aussi se lassent. Il y a un problème de casting très clairement. Il y en a beaucoup qui disent oui, il n'y a plus monsieur et madame tout le monde. Et je suis le premier à le dire. Clairement, on a des candidats qui n'ont pas fait les Jeux Olympiques, qui sont pas fans de footballeurs ou qui n'ont pas déjà 100 000 abonnés sur Instagram et qui pourtant sont super intéressants. Donc c'est vrai que ça, il devrait faire plus attention. On a beaucoup de candidats aussi depuis l'ère Alexa Laroche-Joubert, on va pas le cacher non plus, hein, depuis qu'elle a débarqué. Si la saison 19 a été annulée, bon, je pense que le casting est pour quelque chose. On avait d'ailleurs un candidat qui s'appelait Jimmy, aucun rapport avec celui de la saison 2, mais Jimmy qui avait dit clairement on se serait cru dans les anges de la télé-réalité. Enfin, vraiment, ça partait en cacahuète dans tous les sens tout le temps. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, il y a ça aussi. Comme disait Max, il y a énormément de candidats qui ont fait de télé-réalité dans les dernières saisons. J'ai même vu que là, Alexandre de la guerre des chefs, ça m'a un peu déçu parce que je l'aimais bien, qui est maintenant dans Marie à tout prix ou je sais pas quoi sur W9. Bon, ben voilà, je pense qu'en plus, quitte à faire une télé-réalité, fait une télé-réalité qui vaut le coup, parce qu'à mon avis, les audiences vont être catastrophiques de ce truc. Mais bon, voilà, enfin, il y a lui, il y a eu Angélique, qui est très sympa, on l'avait vu en vrai avec Lucas, au copain, mais Angélique, pas Angélique de Angélique et Lola, mais Angélique de la guerre des chefs, adorable, mais bon, elle a quand même fait les anges. Enfin, il y en a plein comme ça, et Inès, c'est pareil. Tania, ça ne devrait pas tarder, enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que le casting, voilà, je suis assez d'accord. Pour ce qui est de l'âge, c'est clair qu'ils prennent pas beaucoup de jeunes. Pour les anciens, je pense qu'ils pourraient quand même se risquer maintenant, malgré tout, à prendre des gens qui ont moins 60 ans. Parce que c'est vrai que comme l'a dit Yabé dans le dernier débat, la doyenne c'est Géraldine et 47 ans, t'es en mode ok, bon ben franchement là, moi qui quand même qui va avoir 36 ans cette année, ça me fout les boules de dire que la nana qui a à peine 10 ans de plus que moi, c'est la doyenne du bordel. Enfin, non, c'est une blague. Donc, ouais, il y a tout ça qui rentre en compte. Et bon, ça, après, on en parlera en détail plus dans les twists. Mais c'est vrai que la production, vu qu'elle voit, ils sont pas stupides non plus. Ils voient très bien que les gens se délaissent un peu koh Donc, ils créent des nouveaux twists, ils créent de nouvelles surprises. Des surprises, des fois, c'est des pétards mouillés, hein, que ce soit Totem Maudit, Anneau, etc. On va pas le répéter 20 fois, mais ça sert à rien. Le pire pour moi dans l'exemple, c'est les armes secrètes. Enfin, les armes secrètes, c'était un fiasco. J'en reparle sans arrêt, mais ce bracelet de Lucie, tu vois, Max, t'as maudit Alix et Alexandra, mais moi, je maudis ce bracelet qui a servi à rien en plus. Parce que, mais qu'on aime ou pas Vincent et Laetitia, enfin, Vincent, il crée un petit peu des trucs dans la saison. Après, on s'est retrouvé avec un casting vraiment. C'était pas super intéressant, quoi. Donc ouais, il y a des fois, il crée des twists, et c'est vrai que comme l'a dit Dani, il délaisse complètement koh j'ai l'impression que c'est un peu en déclin, effectivement. Ça fait un moment que je me le dis que elle peut sauter. En plus, il y a des rumeurs, nana, Denis Brognard va peut-être partir, etc. Et Max me l'avait déjà dit dans les commentaires, si Denis Brognard, il y a cette rumeur, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que ça va peut-être arriver quand même. Si Denis Brognard quitte koh je pense que les audiences vont encore chuter. Quand on voit qu'ils font revenir la Star Academy, là, ils vont faire revenir Secret Story. Tu te dis, mais en fait, ils veulent plus risquer. Ils veulent plus risquer. Ils veulent plus prendre de risques. Maintenant, ils recyclent les émissions parce qu'ils sont sûrs que le côté nostalgique, enfin, la Star Academy, moi, j'ai pas trop regardé l'année dernière, mais l'esprit nostalgie a cartonné. Le fait de revoir le château, de revoir Nikos, nanana, le même système, etc. Franchement, ils ont repris les mêmes profs. Alors là, ça aurait été encore plus un carton, je pense. Mais du coup, le côté, je suis sûr que Secret Story, le lancement de Secret Story, après on verra tout au long de la semaine, je pense que tout au long de la saison, ça va chuter, je pense. Mais ça va être un carton, là, le lancement de Secret Story, parce que tout le monde va retrouver l'esprit de la Maison des Secrets, la voix, etc. Et Pékin Express, ça a été la même chose. Pékin Express a été annulé pendant 4-5 ans, et la saison où c'est revenu, carton total.
Donc la production, je pense que oui, il délaisse un peu koh mais en même temps, je trouve qu'il il se risque pas trop et il recycle sans arrêt les émissions. Donc on n'est pas à l'abri que si koh est annulé dans 2 ans, ça revienne dans 5 ans. Hein, donc, voilà. Et pour finir, le truc le mardi. Clairement, oui, c'est ça, ça joue. J'ai énormément de proches qui regardent koh comme ça, hein, c'est pas l'émission de leur vie, ils s'en foutent un peu, mais ils regardent. Ils disent, ah non, moi le mardi, je peux pas, je suis fatigué. Effectivement, c'est diffusé trop tard, il y a trop de pubs, les épisodes coupés en 2, c'est insupportable. Ça gâche les 2 meilleurs épisodes de la saison avec la réunification et la finale qui, du coup, maintenant, on se tape en deux fois et c'est hyper long. Enfin, je me rappelle de le feu sacré, enfin, Max, t'as pas vu, mais quand ils étaient sur les poteaux, plan dans l'eau, plan au-dessus, plan sur le côté, plan machin. C'est bon, enfin, ils sont sur un poteau, ils sont sur un poteau, ok, super. Donc, il y a ça qui joue effectivement. De quoi on a parlé? Changer les lieux. Alors là, moi, c'est une évidence. Hein, je l'ai beaucoup dit aussi dans mes vidéos. Clairement, ça change l'esprit d'une saison. Même le retour des héros. Bon, tu dis que c'est pas une bonne saison. Moi, Romuald a gagné, donc j'étais content de cette saison. Mais c'est vrai que par contre, le décor a fait que c'était différent. Même, je me rappelle que je m'étais dit à l'époque, ah putain, ils se sont fait niquer. Ils ont un vieux lac pourri. Ils ont même pas une plage de ouf. Mais ça a changé, effectivement. Donc, je ne sais pas s'ils feront un Snowlanta, comme disait Lucas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que je suis assez d'accord sur certains points. Mais voilà, je voulais quand même rajouter ma petite touche sur tout ça. Parce qu'effectivement, voilà, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que koh chute. Et les scandales également. C'est vrai que moi, quand il y a eu Denis Brognard, le dernier scandale, c'était Denis Brognard qui avait été accusé d'harcèlement moral, machin, etc. J'ai vu ça, je me rappelle, j'étais en train de promener mon chien. Et vraiment, j'étais en mode, non, mais ça va jamais s'arrêter, en fait. C'est quoi le prochain truc, quoi. Bon, ils ont de la chance, à chaque fois ça passe à la trappe, hein, tout le monde s'en fout. Mais bon, voilà, et pour le nombre de saisons, alors moi je suis mitigé parce que je suis un peu comme Dany, j'ai un peu l'esprit de voilà, nostalgie, où on attendait absolument l'été, koh ça rappelait l'été, ça rappelait le moment, en plus à l'époque moi j'étais au lycée, donc j'étais en vacances scolaires, donc c'était trop la base. J'attendais vendredi comme jamais, j'étais tout excité, alors qu'en plus, on regarde cette saison, il se passe rien, il se passe que dalle. Les candidats, il y a zéro stratégie. Enfin, quand on regarde par exemple Caramoan, comme on en parle avec Régis, avec ce twist tout pourri qu'il y a eu, zéro suspense, ils sont tous fait virer un par un. Bon. Mais c'était quand même l'été, ça rappelle l'été, c'était génial. Mais je me rejoins un petit peu, je pense que c'est le point, on va tous être d'accord sur le côté où il faut mettre 3 saisons sur 2 ans, c'est-à-dire faire une année avec un koh classique, avec des nouveaux, et une autre année avec un koh classique et un koh All-Star. Et pas forcément, d'ailleurs, même si j'adore quand il y a beaucoup de candidats, mais pas forcément All-Star où il y a 36 candidats avec des twists de ouf, etc. Parce qu'on se rend compte que, enfin, moi personnellement, les 2 saisons que j'aime le plus, c'est Johor et Palau. Et il y a quasiment zéro twist. Il y a zéro twist. Il y a que quand même Johor, il y a un swap d'équipe. Voilà, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Et il y a 2 pauvres colliers qui sortent. Donc franchement, c'est pas besoin d'avoir 1000 twists. Donc, on va en parler de ça dans le sujet qui va arriver, mais honnêtement, c'est ça aussi que je pense qui cause le fait que les gens, ça les lasse parce qu'ils se disent la production intervient énormément. Nous, on le voit parce qu'on connaît koh c'est dans nos veines, hein, on le connaît par cœur. On sait, le collier, oui, bien sûr, oui, le collier, oui, comme par hasard. Alors que j'ai des potes qui connaissent rien du tout à koh ils s'en mettent, c'est un peu triché là quand même. Même j'ai une pote qui a vu quand il y a eu 36 colliers mauvais, négatifs et tout pour la prochaine saison. Elle m'a dit, non, mais là, c'est bon, la prod, elle va faire ce qu'elle veut, alors qu'elle y connaît rien dans koh. Donc, si les gens lambda se disent ça, mais bon, oui, le jeu, il est mort. Et les réseaux sociaux, pour terminer, bien sûr que ça détruit le jeu, puisque tout le monde fait attention à comment il joue. Après, dans les saisons avec des candidats lambda, c'est différent, je trouve, parce que forcément, ils savent pas qui est populaire, ils savent pas qui va être le chouchou du public. Donc là, c'est un peu différent. Je te rejoins sur Max, et pourtant Dieu sait que j'adore Alexandra, et en plus qu'Alix, j'ai un petit attachement quand même envers elle. Bien sûr que je les ai détestées à ce moment-là. Je me suis dit, putain, mais elles sont capables de trahir Clémentine, alors que une petite stratégie fille, ça les aurait peut-être aidé à virer un gros candidat. Et non, là, elles ont l'occasion de virer Namadia qui, à part faire des commentaires aux journalistes, il faisait pas grand-chose. Bon, c'est un peu dommage, clairement. Mais par contre, dans les saisons classiques, je trouve que c'est un peu plus compliqué de faire attention, même si, bon, il faut juste ne pas être stratège pour pas se faire détester. Mais par exemple, pendant le confinement, il y avait Charlotte de l'île au trésor, qui est une saison que j'oublie tout le temps. Hein. C'est marrant que tu aies pris ça en exemple, Max, parce que je l'oublie tout le temps cette saison.
T'oublies tellement la saison que t'oublies qu'il n'y avait pas de Charlotte dans cette saison. Mais si, dans l'île... Ah non, mais l'île des héros, pardon. Ah. Je pensais à l'île des héros. Tu vois, tellement qu'elle m'indiffère cette saison. L'île des héros, il y avait Charlotte qui avait parlé avec Denis Brognard dans le live. Et elle disait, la première fois qu'on a éliminé Théoura, on est sorti du conseil, la production nous a dit, bon, préparez-vous, vous allez vous faire déchirer sur les réseaux sociaux parce que Théoura, c'est le chouchou. Par contre, quand on a éliminé Sam, mais c'était 4 fois pire que quand on a éliminé Théoura. Les réseaux étaient en feu. Et ça, on n'était pas préparé parce qu'on savait pas que Sam allait être si populaire que ça. Enfin, le mec, il faisait tout le temps la gueule. Et à part dire Théoura, c'est la base, il faisait rien. Donc, forcément, on se dit pas que ce mec-là va être la star du programme, quoi. Enfin bref, je pense que j'ai parlé de tous les sujets. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai 2 petites choses à rajouter. Promis, je vais être court. Pour moi, déjà, je crois que Dany l'avait dit, les gens ne se retrouvent pas parce qu'on voit par exemple moins de survie, mais et c'est vrai parce qu'à une époque, on voyait beaucoup moins de survie. Moi, je pense savoir pourquoi. C'est pas parce que les candidats sont mieux préparés ou ça, c'est juste que parce qu'on est tout le temps dans le même type d'endroit, la survie, c'est trop souvent la même chose. Il y a une scène qui m'a marqué, les armes secrètes, quelque chose qu'on n'avait jamais vu niveau survie, et j'ai trouvé cette scène géniale. C'est au moment où Candice est devant une flaque, elle trempe son t-shirt avec une tige dans la flaque d'eau et elle ressort du poisson. Ça, c'est une scène, on n'a jamais vu ça. Et pourquoi est-ce qu'on a montré cette scène? Parce qu'on l'a jamais vue. Si on voyait un truc pareil dans chaque saison, est-ce qu'on l'aurait montré là? Mais je ne pense pas. Et il y a eu Gilles aussi, tu l'as pas vu, mais dans le feu sacré, Gilles avait une méthode avec sa casserole et ça a été intéressant par ça. Ouais, mais après, on l'a montré peut-être parce que ça n'a jamais été fait avant. Exactement, Donc, ouais. Exactement, ouais. Aussi avec Laurent et Angélique. Avec oui. Oui. avec les crachats au crâne. Excuse-moi si je coupe la parole, mais pour moi, c'est même un argument supplémentaire sur pourquoi on doit changer d'endroit. Parce que, ok, les bases de la survie, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit allumer un feu pour se réchauffer la nuit, pour cuire la nourriture, pour se protéger des animaux. On doit trouver de l'eau potable et chercher à manger. On doit construire une cabane pour se protéger. Ok, les bases de la survie, c'est exactement la même chose partout. Mais, suivant l'endroit, en Australie, c'est pas de la raie manta que tu vas chasser dans les océans, quoi. Tu vas chasser d'autres animaux. Au Gabon, tu fais attention aux éléphants. C'est ce que je veux dire. C'est pas la même chose. Ça crée d'autres scènes de survie. Et c'est ça que donc Koh Lanta a besoin vraiment une bouffée d'oxygène. Et je prends l'exemple d'une autre émission de survie. Je ne sais pas si elle marche ou pas, mais je sais que c'est quelque chose que je regarde parfois. C'est Retour à la salle primaire. Ce qui rend l'émission intéressante, c'est pas qu'ils soient tout nus, c'est que à chaque émission, ils sont dans un environnement différent. Et il y a même des épisodes qui ont été tournés en Europe. Donc, comme quoi, c'est possible de faire de la survie en Europe. Ils étaient en Bulgarie, dans des forêts comme on trouve en France ou en Belgique. Je veux dire, vous voyez, on peut faire de la survie partout, pas uniquement sur des îles, pas uniquement sur des plages, pas uniquement pêcher du poisson, etc. Donc ça, c'est un argument supplémentaire. Mais la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est au niveau du casting, où je disais effectivement qu'il y avait quasiment aucun jeune de 18-19 ans, aucun doyen de très âgé. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes de 18-19 ans qui postulent pour participer? Est-ce que ces gens-là sont prêts? Je pense quand même. Mais est-ce que ces gens-là sont prêts pour l'aventure? Est-ce que ces gens-là ont la maturité pour participer? Est-ce que ces gens-là sont prêts à sacrifier un an d'études pour ça ou quelques mois de cours? Les doyens, c'est pareil. Il y a peut-être des gens de 50, 60, 70 ans qui seraient tout à fait capables et qui se disent non, je suis trop âgé, donc je ne vais pas postuler. Oh non, de toute façon, ils prennent plus que des gens qui ont la quarantaine maximum, donc je ne vais pas postuler. Mais si les gens ne postulent pas, on ne va pas venir les chercher, tout simplement. Moi, je pense quand même que vu le nombre de candidatures, il y en a qui postulent. Oui. Par contre, ce qui me fait peur, surtout pour les gens les plus âgés, c'est que s'il y a un mec qui arrive, bonjour, j'ai 65 ans. Alors déjà que les Émine et les Céline, on les a virés parce qu'ils étaient vieux. Je me dis, le mec de 65 ans,
Dégage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais dire un nombre au hasard, 40 000. Ce serait le nombre de candidatures pour chaque saison. Et on critique beaucoup le fait qu'il y a de moins en moins de monsieur et madame tout le monde. Et j'aime bien prendre l'exemple de Géraldine du Totem Maudit, qui est une pure madame tout le monde. Mais je me dis, mais sur les 40 000 candidatures, il y a facilement 80-90% qui sont des gens sans histoire comme elle. Mais tu vas pas mettre 80-90% de personnes comme Géraldine dans le casting non plus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Bah, peut-être que l'intérêt de Gens sans histoire, c'est justement qu'il l'a créé dans le cadre de l'émission. Mais on a voulu la créer, mais on l'a rendue invisible au montage. C'est autre chose. Oui, là c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas prendre des gens qui n'ont que le même type de profil. C'est pour ça que je dis il faut un casting hétérogène. Je ne dis pas qu'il faut un casting woke, ou qu'il faut un casting super cliché, stéréotypé, mais je trouve quand même qu'il faut un casting hétérogène. Et comme j'ai dit, mais j'ai appuyé dessus, un casting sur le papier, ça ne fait pas toute la saison. Un casting moyen, ça peut devenir une très bonne saison. Un casting sur le papier excellent peut devenir de la bouse de vache. Et je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Moi, après, je suis un peu chiant avec ça. D'ailleurs, même Cyril de la Guerre des Chefs, quand on était au week-end de copains, il m'a dit, mais on s'en fout du casting. Et j'étais vraiment en mode. Ah non. Non, Mais- c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que Ah je non, dis. mais je sais que c'est pas ce que tu te dis. Mais je Moi, trouve j'avais qu'on dit- accorde trop d'importance. On accorde trop d'importance au casting. Déjà, je trouve même qu'on devrait arrêter de nous montrer les portraits des candidats un mois avant la saison. Qu'est-ce que ça apporte? D'accord. Qu'est-ce que ça de nous faire une apporte super pas, vidéo par Clemenco. à part, Exactement. ça ne sert qu'à overhype les gens. Et de Ça. faire plein de pronostics dont les 3/4 seront foireux. Exactement, oui. Hein, Non, mais moi, je suis attaché au casting. J'avoue que, en plus, mon Pareil. premier argument du totem maudit, à chaque fois, ouais, mais c'est nul, gna, 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 parce que mais moi, j'adore le casting. Donc, Ah non, mais très clairement. Bah, si tu t'attaches pas au personnage de la saison, c'est très difficile d'apprécier la saison, je pense. mais par exemple, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec Max qui dit que Panama, c'est une mauvaise saison. Pareil. En plus, tu critiques ta Linda, donc je suis un peu choqué. Mais, Ah, mais je trouve que le casting, quand même, moi, je le trouve lourd, quoi. Enfin, il y a Ouais, très je suis peu d'accord. Il y a très peu de candidats, même ceux que j'aime pas. Bon, malheureusement, c'est vrai que Philippe, bon, c'est pas Vive Philippe. c'est clairement pas le candidat le plus incroyable. Mais par contre, Linda est trop bien. Catherine, même si, bon, moi, j'ai adoré l'interview que j'ai faite avec elle. Mais dans koh bah, c'est vrai que je l'aimais pas. Même elle le sait. On s'est appelé. Elle m'a dit, mais tu m'aimais pas, en fait. C'est trop marrant. Mais Salut à vous, Catherine, si vous avec regardez Catherine, cette c'est que, vidéo. on s'est envoyé bonne année. On s'est écrit. Catherine, on vous aime. Et Voilà. D'ailleurs, Moi aussi. si vous passez par là, j'espère que vous avez apprécié quand Clem a dit retour des héros, bonne saison, parce que Romuald gagne à la fin. Mais elle le sait que j'aime bien Romuald. Mais par contre, Romuald me lâche des vues alors que Catherine m'a fait l'interview. Donc, qui c'est qui gagne? Je suis d'accord avec toi sur le casting de Panama. Et puis en plus, le casting de Panama féminin, il est quand même assez lourd. Et Mais pour grave. l'époque, c'est rare. Parce que les castings féminins des premières saisons, grosso merdo, ils les font quand même pas mal à l'arrache. C'est pas souvent des bons castings. Sympa pour Maud Garnier, Panama, sympa on a pour Guénaël, sympa pour Hélène. Eh ben, on va leur dire. Oui, mais justement, dans la saison 3, à part Hélène, tu me cites qui? Valérie, c'était une bonne vilaine. D'accord, Valérie, mais quand même. Tu vois ce que je veux dire, Clem? Mais aussi, Ouais. chez les mecs, ils étaient trop lourds. T'avais Moussa, Moundir, Tony. Madame Hélène, Madame Guénaël, si vous passez par là, n'écoutez pas ce fouteur de troubles de Clem. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est Clem qui a les contacts, il est dangereux, fais gaffe. Ouais, c'est ça, j'ai peur. Ouais, Guénaël, elle m'a refusé l'interview. Hein, même si elle a dit très gentiment et que je l'adore, mais elle m'a refusé l'interview. Je vais recevoir des menaces de mort là, ça va partir. Bon, le C'est- prochain c'est- sujet ne devrait pas être aussi long que celui-là, ça devrait aller quand même. Le deuxième sujet, c'est faut-il supprimer les épreuves éliminatoires? Je pense que c'est un cas qu'il faut vraiment prendre au cas par cas, justement, je me répète dans mes mots. Parce que quand je réfléchis aux épreuves éliminatoires qu'on a eues dans koh, il y en a que j'ai trouvé très
il y en a que j'ai trouvé intéressantes dans le mélodrame, par exemple, et qui ont apporté un peu de piquant à la saison, enfin qui ont essayé en tout cas. Par exemple, Moussa dans La Revanche des héros, c'était très satisfaisant quand même, on va pas se mentir. Je réfléchis, mais BK, il y a le quelques... moment sur la plage. Voilà, c'est ça, Heureusement. oui. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Voilà. Et après, voilà, il y a des éliminations, des épreuves éliminatoires dans ce style, dans ce genre, qui ont apporté un truc à la saison, un moment mémorable, dirons-nous. Mais quand j'ai réfléchi, finalement, c'est très peu à l'égard de toutes les autres qui ont été souvent très injustes. Je pense en premier lieu à la toute première qu'il y a eu en mémoire, c'est donc le retour des héros avec Amel qui est parti. Enfin, je trouve ça très injuste, juste au début, de faire passer quelqu'un comme ça. Alors, pour Retour des héros, je peux comprendre parce qu'ils voulaient faire un truc choc pour les anciens aventuriers. Mais par contre, je ne pardonne pas ce qu'ils ont fait voilà, pour Koh Lanta Palao, où là, pour le coup, c'est des nouveaux candidats qui n'ont même pas le temps de prouver ce qu'ils valaient. Bah, je pense à la scène, on n'a pas vu Joël, mais je pense à la scène d'Anthony. Franchement, j'étais très mal pour lui. Heureusement qu'il revient après. Mais... En plus, j'aime bien Anthony parce qu'il est rigolo, mais j'étais vraiment très mal pour lui avec la musique derrière et tout. T'as envie de lui envoyer des soutiens. Et il y a d'autres exemples comme ça. L'exemple qui m'a le plus énervé dans Koh Lanta, c'est dans Koh Lanta Fidji, à savoir l'animation de Théo Tim. Déjà parce que je l'adore, Théo Tim. Et je trouve ça tellement injuste parce que de base, aller sur le Paratipadu était un avantage. Et là, du jour au lendemain, sans qu'on le sache, cet avantage est en fait un désavantage puisque tu peux partir de l'aventure. Et, et donc Théo Tim en a fait les frais. Et je suis d'autant plus dégoûté que par rapport au son passage sur le paradis perdu qui était plein de promesses, ben, on n'a rien vu de tout ça. Et ça, je le garde pour la question suivante. Donc tout ça pour dire que si on y réfléchit, moi je suis contre les épreuves éliminatoires dans les aventures de base avec les candidats anonymes, tout simplement parce que pour moi les candidats doivent vivre leur aventure à fond. Pour les All-Stars, je pense que c'est différent, ça apporte un petit peu de piment dans l'aventure. Dans les All-Stars, je suis pour, parce que voilà, ça permet de départager les candidats sur certains points. Et voilà. Et s'il y a un autre exemple que vous voulez pour les épreuves éliminatoires qui ont apporté un avantage, c'est le cas de Bertrand Kamel, qui heureusement qui est parti comme ça. Et ça, certes, sa mort a apporté un côté emblématique à cette élimination, mais même, je pense que même sans ça, la scène aurait été émouvante et forte. Voilà. Je pense que c'est les deux seuls cas qui ont apporté où les épreuves éliminatoires ont apporté quelque chose. Sinon, je suis contre. Eh bien, perso, je vais défendre les épreuves éliminatoires. Je suis totalement pour leur existence, pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Cela étant dit, il y a deux cas de figure où je suis effectivement pas fan. C'est les épreuves au tout début, que ce soit All-Star ou régulière, ça me paraît tout de même un peu prématuré. À la limite, en pleine phase d'équipe, comme ils l'ont fait dans le Feu Sacré, pourquoi pas, mais au tout début, ça me paraît être mauvais. Et puis, effectivement, le cas du Fidji, épreuve à 5, etc., c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu sorti de nulle part. Par contre, j'ai bien aimé ce qu'ils avaient fait dans le Cambodge, où une équipe qui avait perdu, je crois, le confort, avait dû s'affronter sur une éliminatoire dont le vainqueur était immunisé au conseil suivant et dont le perdant était éliminé. C'est quelque chose que j'ai repris dans la fiction que j'ai écrite sur le concept de Clem sur la légende, donc je vous encourage à aller lire. Mais donc, ce passage étant fait, je suis totalement pour les épreuves éliminatoires pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense qu'elles rajoutent de l'enjeu. Là, on a beau en discuter à tête froide, etc., réfléchir objectivement sur leurs mérites et leurs défauts. Je pense que quand on regarde des épreuves éliminatoires au moment même, on a tous un peu ce petit battement de cœur, ce moment de suspense où on se demande putain qu'est-ce qui va se passer, qui est-ce qui va être éliminé comme ça. C'est quand même un moment de télévision qui procure des émotions, je pense. A fortiori si l'un de nos favoris est parmi les derniers. Je pense aussi que ça peut relancer le suspense. Parfois, ça peut faire sauter un membre d'une alliance qui est très avantagé et je pense que c'est pas inintéressant pour le jeu.
Ça rajoute, et là je sais qu'en disant ça, je vais recevoir des tomates pourries à ma fenêtre, mais ça rajoute un élément de mérite qui est pas inintéressant, dans le sens où, je sais, dans le sens où, en quelque sorte, les performances aux épreuves sont récompensées et les non-performances sont sanctionnées. Et c'est vrai que perso, je peux avoir un peu du mal avec des candidats qui, suite à une recomposition d'équipe ou je sais pas quoi, sont dans le groupe majoritaire et vont à la réunification en quelque sorte en passagers clandestins alors qu'ils pourraient sauter autrement sans avoir fait grand-chose. Si c'est qu'ils ont fait une stratégie ou quoi, je respecte. Si c'est comme ça, c'est autre chose. Et donc ça réintroduit un peu cet élément-là, je pense, même si ça, je sais que c'est un avis qui est très controversé. Et puis oui, voilà, on a parlé du défunt Bertrand Camel, qui est un candidat que j'ai adoré d'ailleurs, paix à son âme, paix à l'âme aussi des candidats que j'ai moins adorés bien sûr. Mais donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les épreuves éliminatoires, il avait de bonnes chances de sauter au conseil. Et on sait tous que les personnes qui l'auraient éliminé dans un conseil auraient pris très très cher. C'est mieux si on peut éviter ça. Alors, la question, c'est faut-il supprimer les épreuves éliminatoires? Ma réponse est oui et non. Oui, car comme Dany l'a dit, je suis contre les épreuves éliminatoires lorsque ça arrive tout au début du jeu. L'exemple de Palau, c'est exactement celui que je pensais. Il y a aussi celui de la saison avant, le retour des héros. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est important dans koh ce n'est pas uniquement les épreuves. koh c'est un jeu où on doit survivre aux autres. C'est un jeu de survie, c'est un jeu d'adaptation sociale. À quel moment une personne qui est éliminée sur le premier jeu, le premier jour, a su montrer ce qu'est valeur en survie et en social? À aucun moment. Donc déjà, il y a un problème avec le concept même de l'émission là. Et Joël, c'est vraiment la personne à qui je pense. On pourrait se dire, ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, elle avait 62 ans, elle allait virer au premier conseil, des trucs pareils. Pas forcément. Quand on regarde la saison suivante, en 2010, Véronique, qui avait la cinquantaine, elle est allée jusqu'au carré. Pourquoi? Parce qu'elle avait une place importante dans une alliance. Et je me dis, Joël, peut-être que ça aurait été pareil. Peut-être qu'elle n'était pas aussi faible sur les épreuves, mais parce qu'elle s'est ratée sur la première, on pense qu'elle était très faible. Peut-être qu'elle se serait révélée. Peut-être qu'elle avait beaucoup de compétences sociales en survie qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on lui aurait proposé une alliance où elle avait une place importante et qu'elle serait allée très loin. Ça, on ne sait pas. Et déjà, rien que pour ça, il y a une injustice. Donc, je suis totalement contre le fait qu'on fasse venir des candidats aussi loin, faire autant de kilomètres, faire autant de mois de casting, autant de semaines de préparation pour rentrer en France après même pas 24 heures à cet endroit-là. Donc, j'ai pas du tout aimé cette épreuve éliminatoire de Palau et je suis content qu'ils aient arrêté de le faire parce que je trouve que ce n'est pas ce que koh devrait faire. Là où, en revanche, je suis contre le fait de supprimer, c'est pour tout le reste. Déjà, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit qui pour moi est important de le dire, ça crée une identité à l'émission. Parce que s'il y a quelqu'un qui est intéressé de regarder la version française du jeu et qui nous demande mais je vois que la version française a une trentaine de saisons, qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres? Un élément de réponse, il n'y en a pas que ça, mais un de ceux-là, c'est de dire écoutez, dans la version française, il existe des épreuves dans lesquelles, si vous terminez dernier, si vous n'êtes pas assez bon, vous êtes éliminé. Et ça peut être intéressant pour dire ah oui, tiens, la version française, ce n'est pas que des conseils, ce n'est pas que de la stratégie. Les épreuves, c'est très important aussi. Quelque chose qu'on oublie de dire, l'orientation, c'est une épreuve éliminatoire. C'est vrai. Qu'on veuille l'accepter ou non, c'est une épreuve éliminatoire. Donc dire je suis contre les épreuves éliminatoires, c'est dire je suis contre l'orientation. Donc ça crée une identité qui pour moi on ne doit pas la retirer. Je trouve aussi que c'est important pour relancer le jeu parce que, admettons, il reste 8 candidats. Il y a 6 candidats qui sont dans l'alliance principale, il y en a 2 qui sont dans une alliance minoritaire. Statistiquement,
on est d'accord, il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit un candidat de l'alliance majoritaire qui soit éliminé à l'épreuve. Donc, ça libère une place. Est-ce qu'on peut dire que ça relance le jeu? Ça dépend des alliances qui sont mises en place, mais en tout cas, ça libère de la place. Et c'est ça qui est important à retenir. Ça relance le jeu. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour éviter qu'on n'avance qu'avec des grosses alliances à 6, 7, 8 personnes. C'est pour ça qu'on a instauré les épreuves éliminatoires, pour contrer ça. Une raison de ne pas les supprimer, c'est effectivement la notion de mérite, où on dit, en fait, on envoie clairement un signal au candidat. On vous dit, les épreuves, c'est quand même important. Parce que votre social, votre survie, votre stratégie, ça ne va peut-être pas suffire. Il faut montrer quelque chose à minima sur les épreuves. De toute façon, quand on regarde les réseaux sociaux, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui disent que pour eux, Koh-Lanta, ça devrait être le dernier à chaque épreuve est éliminé. Au moins, rien que pour ces imbéciles, on leur donne raison au moins une fois par saison. Au moins, ils ont une fois raison. Regardez, vous avez enfin votre épreuve où le moins bon est éliminé. Voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule. Mais je trouve quand même qu'il y a une certaine injustice parce que on peut être excellent sur toutes les épreuves, on peut toutes les gagner, on se plante une seule fois et on est éliminé. Et c'est par exemple ce que je trouve être le point faible d'une émission comme PK Express. Tu peux gagner toutes les étapes, tu te plantes une fois et t'es éliminé. C'est exactement ce qui s'est passé dans la saison en 2013 avec Cyrielle et Constance, qui étaient beaucoup plus fortes que tous les autres binômes et qui se sont plantés à l'étape à Mexico City. C'était les dentistes? Oui, elles étaient beaucoup plus fortes que les autres. Elles se sont plantées une fois à Mexico City, elles ont été éliminées et leur élimination, ça a rendu la saison beaucoup moins bonne au niveau des candidats. Donc, il y a une certaine injustice, mais moi, ce que je veux avancer, je trouve qu'on doit améliorer le concept d'épreuve éliminatoire. Je trouve que c'est trop souvent le même type d'épreuve. Je mets l'orientation de côté. Je trouve que c'est trop souvent les grappins, c'est trop souvent les puzzles et c'est trop souvent une épreuve d'adresse. Moi, j'ai proposé des épreuves différentes pour surprendre les candidats, pour surprendre le public, pour surprendre les téléspectateurs. Par exemple, le tir à l'arc. Imaginons le tir à l'arc, la meilleure personne de chaque salve se sauve. La personne qui est éliminée à la fin du jeu, c'est le moins bon tireur, tout simplement. Pourquoi pas le retour de l'épreuve de l'idole à la saison 1, il fallait rester sa main sur la statue. La première personne qui lâche la statue, elle est éliminée. J'ai pensé à la dégustation. C'est soit tu manges ton œil de barracuda. Oh, c'est cruel. Ah oui, mais je suis cruel. Mais, c'est cruel. C'est soit tu manges ton œil de barracuda, soit tu t'élimines tout seul. Oh, c'est cruel, putain. Ah ouais. Non, mais Oh Max, là là, c'est mais- cruel, hein. Max, s'il était candidat, il prendrait le riz, il le foutrait dans le feu. Hein, donc, Exact. Ah oui. Putain. Oh, c'est cruel. Par contre, j'adore l'idée du tir à l'arc. C'est une J'ai excellente encore idée. une meilleure idée. Une épreuve, le fait peur. Fire Challenge. C'est quoi? C'est une épreuve similaire à ce qu'il y a eu la première épreuve dans les armes secrètes que quand les servis ont gagné. Le candidat doit créer un feu, il doit brûler une corde. Ouais, ils l'ont fait dans le feu sacré d'ailleurs. En plus, ce serait cool parce que ça a à voir avec la survie. Et dans le feu sacré, ils l'ont fait. Hein. Et c'était une épreuve éliminatoire. Et dans c'est le ta feu sacré, copine, en c'est ta plus. copine belge qui a sauté. C'est Elodie qui a été éliminée. On a bien fait pour elle. Non, Pourquoi t'en non, aides j'adore. plaisante. Mais Ouais, ce pour que le je veux dire coup- par là, c'est que Pardon. c'est une preuve qui mélange un peu la survie parce qu'on est une émission de survie, donc faire du feu, les candidats doivent savoir faire du feu. Ben, la dernière personne qui fait brûler sa ficelle est éliminée, point barre. Tout simplement. Et pour moi, c'est une épreuve parfaite pour une épreuve linéaire au lieu que ce soit tout le temps les mêmes choses. Bon, un jour, j'ai pensé à la boue, mais bon, on est d'accord que suivant les cheveux, le gabarit, c'est pas équitable. Mais il y a plein d'idées, d'épreuves. Le quiz.
Oui, mais c'est pas une blague. Le quiz, on pose des questions sur l'aventure, la personne qui a le moins de bonnes réponses s'en va un point, c'est tout. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Le quiz, comme ça, tu peux dire à la personne qui est éliminée littéralement, bah, fallait réfléchir, fallait suivre. Mais oui, plus de variations dans les épreuves. Et pour moi, l'idéal, parce qu'on ne s'est pas posé la question combien d'épreuves éliminatoires ce serait l'idéal pour cette saison, je mets l'orientation de côté de nouveau. Je pense que l'idéal, ce serait 2. Ok. Une épreuve dans la partie par équipe, comme ils ont fait dans Cambodge, et qui remplacerait un conseil, et une épreuve éliminatoire dans la partie individuelle. Maintenant, je ne sais pas s'il vaut mieux la faire avant ou après les binômes, ça, j'y ai pas réfléchi. Mais je rêve. C'est une proposition de twist. Une saison avec 3 équipes. L'équipe qui gagne l'épreuve d'immunité a le droit de choisir quelle équipe va au conseil et quelle équipe va disputer l'épreuve éliminatoire. Et bien, je me dis, pourquoi pas? Eh ben, pourquoi pas? Putain, mais Max, si vous le foutez à la conception des saisons de koh-Lanta, y a des candidats et ils vont faire des dépressions nerveuses, là. Si Max fait koh-Lanta, il va être en mode saut, quoi. C'est vous crevez l'œil ou vous êtes éliminé. Mais j'aime beaucoup tes concepts d'épreuves éliminatoires. Celle du tir à l'arc, je la trouve vraiment excellente. C'est une putain d'idée, mec. Par contre, celle de l'idole, je suis moins fan puisque je pense que un des intérêts de l'épreuve éliminatoire, c'est de voir les noms tomber progressivement jusqu'à ce qu'il reste les 2 derniers dont l'élimination est en jeu. Je trouve que si l'épreuve s'arrête à partir du moment où le candidat éliminé est déterminé, comme c'était le cas dans l'épreuve éliminatoire de la revanche des héros, par exemple, où une fois que Fabienne est tombée fin de l'épreuve, je trouve que c'est moins intéressant. À mon avis, il y a plus de suspense comme ça si c'est le dernier qui est encore là ou qui n'a pas fait tel truc et éliminé, quoi. Mais après, l'avantage ou désavantage, c'est que au moins, tu peux pas faire semblant de ne pas disputer l'épreuve. Par exemple, je sais qu'il y a des candidats sur Survivor, ils n'en ont rien à foutre de leur performance sur les épreuves. Il y en a qui font même exprès de tomber en premier parce qu'ils s'en fichent des épreuves. Mais là, au moins, tu peux pas faire semblant. Tu dois être à fond. Tu dois te donner à 100% sur l'épreuve. Et par exemple, pour moi, l'épreuve de la revanche héros, c'est une bonne épreuve éliminatoire. Parce qu'au moins, les règles sont claires. La règle, c'est la première personne qui tombe à l'eau est éliminée. Point barre, il n'y a pas de discussion. Tout simplement. Même si l'épreuve ne dure pas longtemps, parce qu'il n'y a pas besoin que l'épreuve dure des heures. La règle est claire. La première personne qui tombe est éliminée, point barre. Et je trouve que c'est une très bonne règle. Après, c'est une proposition. Je me doute bien qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier, mais je trouve que ça aurait été une bonne occasion de faire revenir l'épreuve de l'idole, qui pour moi n'est pas une mauvaise épreuve, mais pour éviter qu'elle dure toute la journée, comme lors de la première saison. Pour moi, l'idole, c'est une épreuve qui aurait dû revenir, tout simplement, parce que je trouve que c'est pas une mauvaise épreuve en soi. C'est juste qu'on l'a pas refait parce que ça a duré trop longtemps. Mais pourquoi est-ce que ça a duré trop longtemps? Parce qu'on a joué jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et je me dis, si on joue jusqu'à ce qu'il y ait un perdant, peut-être que ça aurait été moins pénible pour l'équipe technique de faire cette épreuve, tout simplement. Mais c'est juste une proposition. Je me doute bien que en commentaire, j'ai beaucoup de gens qui vont me dire qu'ils ne seront pas d'accord. Mais c'est juste une proposition. Et si un jour je suis à la tête de la production, je mettrai cet avis sur le devant de la table, et peu importe que ça plaise ou non. Ça va être le même avec la réunion, le mec qui propose une idée et le patron qui se jette par la fenêtre là. Non mais franchement, le tir à l'arc et la dégustation version max en épreuve éliminatoire, je signe. Oh mais la dégustation, putain, mais c'est machiavélique, genre j'adore. Ah ouais. Et encore, on peut faire ça sur plusieurs tours. Imagine, les 3 premières personnes qui mangent le reuil de Barracuda se qualifient. Après, on fait une manche avec les plus lents, on leur fait bouffer, je sais pas moi, que direz-vous d'une tarentule ou d'une blatte? Et à la fin, le dernier qui mange Denis Brognard a perdu. Moi, de mon côté, je vous avoue que je suis partagé. Alors, c'est clair que les éliminatoires dès le début, style Amel, Palao et Fabienne dans la revanche, c'est non, hein, parce que du coup, ils n'ont rien pu montrer. C'est un peu dégueulasse. C'est encore pire, comme vous le disiez, que
les anonymes, puisque eux, vraiment, personne ne les connaît. Alors qu'à la limite, Amel, on a pu voir dans toute sa saison, et Fabienne aussi, puisqu'elles sont allées très loin. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fois, ça crée des drames qui servent au scénario de la saison. Enfin, par exemple, Loïc qui se fait éliminer dans la légende, enfin, même si c'est pas forcément un candidat que je l'aime bien, hein, mais c'était hyper touchant son départ, parce qu'on voyait que tout le monde l'aimait, alors qu'il était pas du tout dans les alliances et tout. Et là, ce moment, c'est touchant. On va pas reparler de Bertrand Camel, bien sûr que c'était bien comme élimination, puisque effectivement, il y avait des chances d'être éliminé au bout d'un moment parce que bon, mais trop fort socialement et en plus pas dans les alliances de base. Donc ça, c'était bien. Par contre, des fois, je trouve que ça dessert un peu le scénario de la saison parce que, par exemple, quand Fabrice se fait éliminer, on en a parlé d'ailleurs avec Lola et Lucas de ça. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est que finalement, Fabrice reste. Et qu'est-ce qu'elle aurait fait, Lola? Elle aurait dû voter Fabrice. Elle nous l'a dit. Elle a dit, bah, vu que Brice avait milité, j'aurais voté Fabrice. Et là, ça aurait été intéressant de voir une Lola qui vote Fabrice, pas pour faire souffrir Fabrice, le pauvre, il avait rien demandé, mais pour voir jusqu'où la stratégie d'une Lola qui, de base, était une petite nana un peu perdue, un peu naïve, jusqu'où sa stratégie est allée. Là, ça aurait été intéressant de voir ça. Et là, elle aurait été encore plus crédible en tant que joueuse dans koh parce que c'est vrai que bon, elle a eu 2 colliers par hasard, et c'est vrai que là, le fait qu'elle soit stratège à ce point pour virer celle qu'on considère comme son oncle, ça aurait été génial de voir ça. Et elle nous l'a dit, j'aurais pas eu le choix, j'aurais voté Fabrice, j'aurais pas voté pour mon alliance. Hein. Moi, j'étais avec Dorian. Elle a dit qu'elle aurait probablement été prête à le faire, mais pas Angélique. Non, Angélique a dit non. Angélique, elle aurait voté blanc, je pense. Il y a un seul type de saison où il ne faut pas mettre d'épreuves éliminatoires, c'est les saisons où il y a Laurent Mestret, parce que sinon il va encore finir avant-dernier et gueuler dans l'oreille du pauvre type qui a fini dernier. Je pensais être con, mais je le suis pas. Non, mais c'est insupportable. Donc je suis partagé. Pour moi, j'avoue que les éliminatoires, moi j'en mettrais qu'une par saison. Franchement, j'en mettrais qu'une par saison. J'avoue que les 4 terres, ça faisait beaucoup. D'un coup, là, je me dis 2. En plus, c'était pas très espacé entre Becca et Fabrice. Donc, moi, ça me dérange pas en vrai, mais ça a travaillé. Comme vous dites, en équipe avec, je sais même plus comment elle s'appelle cette candidate, Maria. Qui avait sauté. Ça, c'était. En plus, bon, la pauvre, elle était gentille, hein, mais bon, elle n'était pas super intéressante, donc c'est pas dramatique son départ. Mais par contre, c'est vrai que le concept, moi, ce que j'ai, mais alors bien sûr, ça m'a fait rire, hein, l'épreuve éliminatoire avec la dégustation. Bien sûr que je trouverais ça génialissime. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que Max a dit, c'était l'épreuve où l'équipe qui gagne, ils sont 3, et c'est eux qui choisissent qui va au conseil et qui va à l'épreuve éliminatoire. Et il y a un système, alors que je pourrais accepter dans les épreuves éliminatoires, c'est celui des armes secrètes. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à retenir des armes secrètes. Mais c'est les 2 qui tombent en premier, s'affrontent sur une épreuve. Et effectivement, en plus, c'était 2 candidats de l'Alliance très colère, quoi. C'était Mathieu et Thomas. Donc, c'était hyper intéressant de les voir à l'éliminatoire, que clairement, si tout s'était bien passé, ils étaient à l'orientation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un bon compromis entre éliminatoire direct avec des fois ça dessert un peu le scénario de la saison et des éliminatoires. Ok, c'est cool, mais moi je trouve que c'est bien ce côté-là, un juste milieu entre non éliminatoire et éliminatoire. Moi je trouve ça plutôt bien. Et pour les épreuves, oui, il faut arrêter avec le grappin. Vraiment, faut arrêter. Parce que même à chaque fois qu'on voit la semaine prochaine et qu'on voit les images du grappin, bon, mais tu sais qu'elle va être éliminatoire. Zéro suspense. Mais j'avoue que dans le totem maudit, enfin, la pauvre Pauline, bon, elle était massacrée au montage. Mais quand c'est des candidats comme ça qui sont éliminés, on est vraiment en mode, oui, ok, bah, Pauline est pas sortie, Pauline est sortie, quoi. C'est pas très grave, hein, ça change rien en plus aux stratégies. Et des fois, quand même, on a une petite surprise parce qu'il faut pas oublier que quand même dans les 4 terres, c'est Angélique qui a gagné l'épreuve du grappin. Donc ça, c'était très marrant de voir ça. Mais non, voilà. Donc moi, je suis partagé. J'avoue que le juste milieu, c'est bien. Un truc comme des armes secrètes, moi, ça me va. Et une seule fois dans la saison. Même dans les All-Stars, je trouve qu'une seule fois dans la saison. Et si vous voulez absolument qu'il y en ait 2, ça serait une en équipe, comme Maria dans Cambodge. Voilà. Pour ajouter à la question, vous pensez quoi des épreuves où le dernier a une voix de pénalité au conseil? C'est fait trop souvent, je pense. Ouais, c'est trop souvent. Surtout la dernière saison. Hein. Le feu sacré, j'étais en mode, ah bah encore. J'étais en mode, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Honnêtement, pas faire aussi, Max. tout le temps, pas faire tout le temps, mais je trouve que c'est une bonne idée.
Ah, c'est pareil. Le problème, ce que je trouve dommage, c'est que trop généralement, la personne qui a le vote de pénalité, on ne fait pas assez de choses avec ça. Mm. Il y a des exemples où ça a été le cas, par exemple l'élimination de Namadia dans la... Bah oui, hein. On va voir plus. Mais trop souvent, les candidats n'ont pas profité du fait qu'un candidat avait déjà un vote de pénalité. Donc, ce que je trouve dommage, mais je trouve que c'est une bonne idée quand même. Je suis d'accord avec toi. Je pense au conseil du feu sacré où tu avais les 3 filles, au conseil où Laura elle sort, où les 3 filles ne profitent pas du vote de pénalité de Quentin pour se mettre, pour avoir 4 voix contre lui. Mais moi, je trouve, ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un candidat qui a une vote de pénalité, malheureusement pour la prod, des fois, c'est des candidats qui sont pas du tout en danger. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et comme tu le dis, par exemple, pour Quentin, même si j'aurais pas eu cet exemple en premier, mais c'est vrai que ça a été le cas, des fois, il a une vote en plus et était en mode ouais, enfin, mec. Non, mais vous êtes sérieuses, les filles? En plus, elles éliminent celui qu'il fallait pas. Elles éliminent Gilles. Elles éliminent le moins dangereux et celui qui a pas de pénalité. Oui, vraiment, rien compris, les filles. Mais je les aime bien. Voilà. Max, un dernier coup de gueule? Non, ça arrivera aux prochaines questions, t'inquiète.